Après quelques heures, la pluie avait fini par se calmer. Les épais nuages avaient emporté leur grisaille et laissé à leur place un ciel orangé, brillant du feu fatigué d'un soleil sur le déclin. Le vent s'était mis à souffler un peu plus tôt dans la journée, mais il était juste assez léger pour rester silencieux. Seule indication de sa présence, le grand chêne continuait de se mouvoir, de gauche et de droite, ses branches baladées par la brise. Il était la seule chose en mouvement à l'extérieur. Le sol, mort, commençait déjà à absorber la boue immobile, donnant au jardin un air de marais. Je frémis à la pensée que la maison ne s'enfonce dans ce bourbier. Après tout, les bâtisses de l'époque n'étaient pas aussi bien conçues que celles de nos jours, et je doutais fortement que mon aïeul, aussi érudit qu'il fût, n'ait prévu la décrépitude des sols de la vallée. La maison était la plus grande de la vallée morte, et j'en avais déjà vu des bien plus petites commencer à s'enfoncer dans le sol. J'éloignai de mon esprit ces pensées regorgeant de névrose, essayant d'effacer les images mentales de la maison disparaissant dans la boue, me piégeant en son sein pour l'éternité. La soirée rattrapa mon manque de productivité de l'après-midi. La pluie calmée, la fuite dans le toit ne faisait plus résonner sa cacophonante mélopée, et j'avais fini par retrouver ma concentration. Les pages s'étaient noircies au fil de la course de la lune, et il était tard quand je décida que le poids du sommeil était trop lourd. Je me levai de mon bureau pour étancher ma soif une dernière fois avant de me vêtir pour la nuit quand je l'entendis. Mon cœur faillit s'arrêter. La terreur avait envahi mon esprit bien avant que mes oreilles n'analysent le son qui parvenait de l'extérieur. Tétanisé, mon corps tremblait de manière presque imperceptible, alors que le croassement rauque s'élevait, une nuit encore derrière les ténèbres. J'étais là, debout dans la cuisine, l'entendant dans mon dos, mes nausées me retournaient par peur de ce que je pourrais voir par la fenêtre. J'étais immobile, pétrifié, bloqué par une peur que je ne comprenais pas. Une part de mon esprit répétait que ce n'était qu'un bruit commun de la nuit en campagne, un cri d'animal nocturne dont je n'étais pas familier, mais une autre part savait éperdument que c'était un mensonge. Je crus que mon cœur venait de jaillir de mon thorax alors que je tombais sur le sol. Le cri de colère de mon ami à l'encontre de l'extérieur m'avait causé la frayeur de ma vie, mais il était parvenu à me sortir de ma tétanie. Je n'avais jamais vu mon compagnon se comporter ainsi, y compris contre un autre animal. Alors le voir ainsi, agir de la sorte contre un bruit invisible, me convainc que ce dernier n'était pas naturel. Le dos arrondi et les oreilles baissées, il laissait apparaître de petits crocs dans un râle de colère, dans lequel je crus reconnaître de la frayeur qui aussi était la mienne. À l'instar de ceux se trouvant dans mon dos, ses poils étaient hérissés. Son regard ne quittait à aucune seconde les petits carreaux de la fenêtre de la cuisine. En plissant les yeux, je parvins à distinguer quelques détails de l'extérieur. La faible lueur du petit croissant de lune ne me laissait pas une ligne de vue optimale, mais je reconnus les corps squelettiques sortant des eaux croupies du marais. Comme des ombres menaçantes, ces arbres restaient pourtant parfaitement immobiles. Mon ami s'était de nouveau pris de colère pour l'extérieur. Horrifié, je ne pouvais que constater qu'il avait sûrement raison, car j'avais l'affreuse impression que le croassement s'était rapproché. Il grondait plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Mon corps se mit en marche tout seul. De façon mécanique, il m'avait conduit jusqu'à l'ancienne cheminée, où je me saisis de l'antique tisonnier. Cette arme de fortune nous protégerait. Elle nous protégerait de la menace sans forme qui nous épiait depuis l'extérieur. Le bruit de verre brisé me sortit immédiatement de cette sensation infondée de sécurité, qui ne reposait que sur un morceau de métal rouillé. C'est avec horreur que j'étais retourné en courant dans la cuisine, priant les dieux de miséricorde qu'en temps normal j'ignorais, pour voir se jouer sous mes yeux l'exact spectacle dont j'aurais supplié ne pas être le témoin. La fenêtre de la cuisine avait comme explosé, et des débris de verre jonchaient le sol dans d'inégals reflets tranchants. Le froid de la nuit s'engouffrait dans la maison, alors que mes yeux remplis de frayeur balayaient la pièce à la recherche de celui que j'espérais trouver. Je retournai à chaque meuble présent dans la pièce, mais je dus me rendre à l'évidence. Ceux qui hurlaient à l'extérieur avaient traîné mon ami dans ses bras infernaux. Mon sang ne fit qu'un tour. Armé plus de panique que de courage, je surgis à l'extérieur comme un diable de sa boîte. J'appelai mon plus fidèle ami, hurlant dans toutes les directions à m'en déchirer la voix. Mes pieds s'enfonçant dans le sol boueux, et des éclats humides de terre glacée venaient s'éclater sur mon visage, alors que je courais en direction des marais. Je n'avais aucune envie de m'approcher de ce cimetière naturel, et je n'aurais jamais pensé que je m'y rendrais de nuit, mais tout raisonnement logique avait quitté ma psyché.
Je m'en rendis compte à mi-distance. Le croassement avait cessé. Je n'arrivais pas à me souvenir de quand il s'était arrêté, tant l'adrénaline qui fouettait mes tempes me poussait à courir sans me soucier de tout autre détail que d'atteindre la forêt cadavérique. Était-il encore présent alors que j'étais sorti de la maison? Je n'aurais pas su le dire. Je venais de perdre l'équilibre sur une pierre dépassant à moitié du lisier boueux. Je m'étais étalé complètement. Ça allait, rien de cassé. Le choc et la morsure du liquide gelé embrouillèrent mes sens, mais je me relevai à la hâte, ne pensant même pas à ramasser la seule défense que je possédais. Je n'aurais de toute façon jamais retrouvé le tisonnier dans le noir, sous une quantité de boue pareille. J'avais les poumons en feu quand j'arrivais enfin au niveau des premiers arbres. Mes membres endoloris ne sentaient même plus les multiples lacérations qu'ils subissaient, des bras nus et griffus qui les fouettaient alors que je courais entre les troncs morts. L'odeur était abominablement forte. Les relents putrides manquaient de me faire vomir à chaque pas hasardeux que je parcourais. Plus aucune logique ne suivait mon avancée. Les éclats de voix que je poussais n'étaient plus à l'attention de mon compagnon, mais bien à l'encontre de cette chose que je croyais pourchasser, en lui intimant l'ordre de me rendre mon ami. Mes cris dans la nuit résonnaient entre les troncs pour mourir dans un silence étouffant. Je manqua de finir ma course dans les eaux noires du marais, me rattrapant au dernier moment à la main décharnée de ce qui avait été autrefois un boulot. J'avais aperçu une tache au loin. J'avais cru enfin l'avoir retrouvée. Non. Il ne s'agissait que du reflet de la lune dans les eaux noires, stagnantes et croupies. Après de nombreuses heures à avancer à tâtons, je finis par suivre sans en avoir conscience les lumières venant de la maison et perçant au travers de la cage osseuse. Le corps muet de tremblements incontrôlables tant le froid avait pénétré ma chair, et mon esprit totalement absent. J'étais rentré, le regard vide. Je m'étais muni d'une couverture et avais saisi le plus grand couteau que je puisse trouver, avant de m'affaler dans le fauteuil du salon, face à la porte, la fenêtre en charpie dans mon champ de vision. Je ne saurais dire combien de temps je suis resté immobile. Les phalanges blanchies dans ma poigne sur mon arme étaient fortes. Le regard éteint, fixé sur le bois. Quand je repris conscience, le soleil s'engouffrait déjà abondamment dans la maison. Je me leva à la hâte, essayant de remettre en ordre les événements de la nuit dans mon esprit. Mes pensées étaient encore embrumées, et je n'arrivais pas à faire le point sur tous les détails. Le sombre croassement avait tonné une fois de plus la nuit dernière. Il s'était intensifié jusqu'à ce que la fenêtre ne se brise. Le reste, lui, était flou. Quelques obscures ombres de la nuit s'étaient-elles emparées de mon ami en éclatant le carreau, ou bien était-ce lui qui avait sauté sur la menace en bondissant à l'extérieur à travers le verre? J'étais sûr d'une chose, ce n'était pas un cauchemar qui avait détruit la fenêtre, et je ne m'étais pas fait ces griffures au bras dans un monde onirique. La vitre avait été brisée, et je m'étais bel et bien rendu jusqu'au marais en plein milieu de la nuit. Mes vêtements maculés de boue ne laissaient guère de doute sur ce point. J'en enfila donc de nouveau, sec et chaud, avant de sortir bien décidé à tirer tout ça au clair. À l'extérieur, le sol spongieux voyait mes pieds s'enfoncer de quelques bons centimètres. Je me demandais comment j'avais pu y courir quelques heures plus tôt, le tout pieds nus. Je n'eus pas de mal à suivre mes traces tant elles étaient profondes. Elles se suivaient, les unes à la suite des autres, inégales mais toutes remplies de la même eau brunâtre que le sol ne parvenait à absorber. Ma chute de la veille me revint à l'esprit sous la forme d'une mare d'eau sale, marque grotesque du contour de mon corps dont dépassait le manche du tisonnier. Je doutais qu'il puisse m'être utile, mais je n'arrivais à me persuader de continuer plus loin sans lui, me mentant à moi-même sur le fait qu'il serait dommage de le laisser ainsi enfoui. Quand j'arrivai finalement à la lisière du bois mort, l'atroce odeur putride du marais pénétrant de force mes narines, je ne pus contenir un frisson. Même en plein jour, cet endroit était malsain. Il le devenait même davantage, car la lumière me permettait de découvrir les détails sordides de sa décrépitude. Les arbres morts, squelettiques figures quand on les regardait depuis la distance, devenaient de près bien plus déprimants. Écroulés sur eux-mêmes, brisés, enfouis à moitié dans le sol, ils avaient perdu ce qui faisait leur beauté d'antan, à un niveau que je n'aurais même pu imaginer. Le bois creux et sans forme s'effritait au moindre contact, avant de tomber mollement en poussière.
Je m'appliqua du mieux que je pouvais à suivre les traces sans m'approcher des vestiges de l'ancienne forêt, quand finalement j'arrivai jusqu'au marais. L'étendue d'eau noire refluait d'une odeur abominable, stagnante, sans le moindre mouvement. Rien ne se reflétait jamais à l'intérieur, ni le ciel, ni le soleil. Toute forme de lumière mourait aussitôt et était enfouie à jamais sous sa surface. Il n'y avait rien de naturel dans cette abomination, et je ne savais pas ce qui serait advenu de moi si j'y étais tombé. L'eau qui se rapprochait plus d'une vase opaque avait l'air épaisse, et s'en dépêtrer semblait impossible. Je parcourus les alentours du marais dans les moindres recoins. J'avais contourné celui-ci sans jamais avoir la force d'y poser un pied, même dans les endroits assurément peu profonds qui pourraient me mener à des sortes d'îlots de terre dépassant du reflux vaseux. Je ne pouvais pas entrer en contact avec le marais. Quelque chose en moi me l'empêchait formellement. Après de nombreuses heures à parcourir les environs, je n'avais trouvé aucune trace de mon ami. Les appels que j'avais lancés à son encontre avaient fini par se muer, avec le temps en longues complaintes de douleur, où je le suppliais de revenir vers moi, sachant, en mon fort intérieur, que ce n'était pas par choix qu'il n'était pas rentré. Démoralisé après avoir passé toute la journée dans ce lieu maudit, le nez endolori par l'odeur de pourri omniprésente et la gorge en feu, je retourna jusqu'à la demeure, la tête basse, l'esprit ailleurs, essayant de comprendre ce qui avait bien pu se passer. J'attendis jusqu'aux dernières lueurs du jour sur le pas de la porte, m'époumonnant plus que mon corps ne le permettait, avant de me décider à rentrer, épuisé. Je laissa un bol rempli de lait sur le recoin de la fenêtre brisée, dont j'avais enlevé précautionneusement tous les éclats, espérant plus que tout au monde que je me réveillerais en l'entendant laper l'amère substance. C'était sans conviction que je m'étais assis devant la machine à écrire, persuadé que la rédaction tiendrait mon esprit éloigné de ce qui le hantait. Sans succès. Le peu de mots qui venaient s'aligner d'une lenteur procédurale sur le papier étaient coupés par de longues minutes à observer la silhouette du marais sous l'éclat pâle de la lune. Mon regard se fixa sur le grand chêne, alors que mes pensées demeuraient vides de sens et pleines de questions sans réponse. Il était le seul survivant de la vallée morte. Pas les habitants, pas les quelques animaux d'élevage ou les maisons en ruine. Lui. Il avait survécu de simple ensoleillement de la vallée et des eaux que le sol ne parvenait plus à absorber. Il avait vaincu le passage de la mort et se dressait encore, là, sans vaciller. Mais pour combien de temps encore? Le lourd tribut de l'escapade nocturne et la journée aérée dans les marais faisaient payer à mon corps le temps qu'il passait encore debout. Poussé par une fatigue aussi bien physique que mentale, je me décidai à rejoindre mon lit. Recroquevillé entre les draps, j'imaginais le retour de mon compagnon, fier de lui alors qu'il se délectait de l'horrible lait du vieux fermier. Malgré la joie que provoquait cette vision de moi-même, prenant le félin dans mes bras, je n'arrivais pas à y penser en souriant. J'aurais tout donné pour que mon plus précieux ami se trouve à mes côtés, ronronnant de plaisir. Mais c'était seul, et le cœur gros que je m'endormis cette nuit-là. Je me réveilla d'un coup. Quelque chose venait de se briser au rez-de-chaussée. Je mis quelques instants à me rendre compte de la fraîcheur de la pièce. Un vent féroce soufflait à l'extérieur, claquant aux fenêtres comme un diable énervé, et un sifflement strident pénétrait dans la maison, accompagné d'un courant d'air glacé venant de la cuisine. Je dévalai les marches 4 à 4, une simple bougie à la main. Si ce bruit était bien ce que je pensais, c'était la preuve que mon ami n'avait rien perdu de sa délicatesse naturelle, qu'il avait fait chuter le bol en essayant de finir goulûment son contenu. Quand la flamme s'éteint sous la force des rafales qui s'engouffraient par le trou béant qu'avait été la fenêtre, je ne le remarquai même pas. Seule la constatation du bol brisé au sol occupait mon esprit, et la lasse compréhension que sa chute n'était liée qu'au vent vu mourir en moi l'envolée d'espoir qui m'avait alors habité pour quelques instants. Alors que je sentais monter en moi une larme que je n'aurais su réprimer, mon corps se stoppa net. Derrière les cris du vent, tapis sous le sifflement constant,
résonnait quelque chose de bien plus terrifiant. Je l'entendais gronder, de plus en plus fort alors que j'arrachais de toutes mes forces la porte d'un des placards de la cuisine pour combler l'ouverture vers l'extérieur. C'était lui, le croassement. Je courus me réfugier à l'étage, où je pensais ma sécurité plus assurée, alors que le son rauque gagnait en puissance. Auparavant camouflé entre les bourrasques, il chantait à présent avec elle une terrible mélopée. Je me mis en boule dans un coin de la pièce, les mains sur mes oreilles. La pression que j'y mettais me faisait souffrir, et je sentais le sang battre dans mes tempes, mais la terreur qui habitait mon corps ne m'aurait permis pour rien au monde de relâcher mon étreinte. Recroquevillé sur le sol, implorant pitié, cherchant plus à faire disparaître le chant derrière mes paroles que de réellement communiquer avec lui, j'oubliais le temps lui-même. Chaque minute semblait s'étaler sur des heures. Mes yeux clos avec force ne voulaient se décider à se rouvrir tant la crainte de ce qu'il pourrait voir me hantait. Quand mes paroles, à présent muées en chuchotements vides de sens, finirent par me demander trop d'énergie, il était déjà le matin. Une légère pluie tapotait la toiture, et l'affreuse cacophonie avait cessé. Je ne savais pas combien de temps j'avais passé prostré dans cette position, et chacun de mes muscles me donnait l'impression d'avoir été broyé. Le corps endolori, je parvins à me traîner jusqu'à mon lit, poussé inconsciemment à chercher un peu de sommeil. Ce n'était peut-être pas le choix le plus avisé et certainement pas le plus logique, mais l'événement de la nuit m'avait laissé épuisé. Et rien d'autre que la quête d'échappatoire par le sommeil n'occurrait alors dans mon esprit. Le regard fixé sur le lit, je gardais ma vision volontairement éloignée de l'extérieur, comme pour échapper à une menace scrutant au travers des carreaux. Je n'ai aucune idée si je perdis conscience ou si le sommeil m'avait finalement rattrapé, mais mes pensées s'évaporèrent dès que mon corps entra en contact avec les draps. J'étais enfoncé dans le fauteuil, au beau milieu du salon. Dans le noir presque complet, je ne distinguais qu'avec beaucoup de mal le reste de la pièce. Malgré la pénombre, un détail se dessinait avec clarté devant moi. Se détachant de l'obscurité, la porte de la maison occupait toute mon attention. Une brise gelée provenant de mon dos me faisait trembler, mais je ne bougeais pas. J'étais fixé sur la porte. Rien n'aurait pu me pousser à lever les yeux du cadre en bois, devenu la priorité absolue pour moi. Le monde aurait pu s'arrêter que mon attention ne se serait pas détachée de ce qui l'obnubilait. L'intime conviction que quelque chose jaillirait par la porte si je cessais de la fixer noyait mon esprit d'une terreur sans borne. Un bruit s'éleva de l'autre côté de ma psychose. Des pas, lents, lourds. Ils semblaient tourner autour de la maison, cherchant une entrée qui ne serait guettée par l'occupant du lieu. Les pas se couplèrent bientôt de grattements sur le bois extérieur, alors qu'un râle se levait au loin. Ma gorge réprima un cri. Pas par conscience que cela pourrait me mettre en danger, mais car je n'arrivais plus à émettre le moindre son. Le râle sourd se changea en croassement grave alors que les pas devenaient des piétinements de quelque chose de bien plus lourd. Le sol tremblait, et les murs se mirent à vibrer. Seule la porte demeurait là, sous mon regard fixe, immuable, immobile. Les secousses gagnaient en intensité, ébranlant la structure même de la bâtisse, et seul restait constant et fixe la porte et le regard que je lui fixais. Peut-être lassé par la constance que j'apportais à scruter la porte, ou l'inébranlabilité que j'y attachais, les secousses se firent moins présentes, moins fortes. Elles semblaient s'éloigner, laissant derrière elles cette âme trop bornée pour vaciller. Le croassement devint bientôt un chuchotement léger, et les piétinements redevenus pas s'éteignirent vers l'horizon. Plus aucun bruit n'occurrait. Le vacarme avait laissé place à un calme pesant. La chose qui rôdait dans les ténèbres s'était-elle résignée ou attendait-elle tapie dans le noir de la nuit, observant en silence que je commette le moindre écart à ma garde? Je restais tétanisé, alors que la réponse à ma question se dessinait doucement au travers de la fenêtre. Je l'apercevais de coin de l'œil. Ne voulant cesser de fixer la porte, je l'aperçus dans la périphérie de ma vision. Un membre gigantesque, au mouvement lent et saccadé, se rapprochant du verre.
Je me réveillais en sueur, encore pétrifié du cauchemar que je venais de faire. Une respiration forte s'échappait de ma bouche alors que j'essayais de reprendre mon souffle. Mes doigts serrés contre le drap étaient crispés et ne voulaient pas se décider à lâcher prise. Je mis quelques secondes avant de comprendre que l'on frappait à la porte. Il me fallut un effort énorme avant de réussir à regagner un semblant de calme et à me déplacer, tremblotant, vers la fenêtre de ma chambre. Il faisait encore jour à l'extérieur. Les fugaces éclats de lumière qui filtraient entre les larges nuages me laissèrent présager qu'il devait être le début de l'après-midi. Me risquant à me rapprocher du carreau, je discernais quelque chose d'étonnant avec le paysage morne habituel. Un tracteur, d'un rouge délavé, garé devant la propriété, se démarquait du décor. Quelqu'un! Il y avait une personne bien réelle à l'extérieur. À cette pensée, mon corps endolori retrouva l'énergie nécessaire pour s'élancer jusqu'à cette apparition inespérée. Je dévalai les marches, manquant de justesse de chuter. Mes jambes flagellaient et avaient du mal à me porter, mais je réussis à rejoindre la porte. Elle s'élevait devant moi, immobile, silencieuse. Et la vision de mon rêve m'empêchait presque d'en tourner la poignée. Quand j'eus rassemblé assez de courage pour finalement l'ouvrir, je ne trouvai personne derrière. Horrifié, je balayai mon regard dans toutes les directions, et enfin l'aperçus. Le tracteur repartait, tranquillement le long de la route. Je sautai au travers du jardin, et me mis à le poursuivre, nécessitant désespérément le contact d'une présence. Chaque foulée piquait mon corps d'une douleur aiguë, et je peinais à garder l'équilibre, mes pieds s'enfonçant dans le sol spongieux, mais je ne m'arrêtais pas, lui criant à m'en déchirer la voix de revenir. Je pus finalement rejoindre le véhicule, alors que celui-ci ralentissait, ayant dû se rendre compte de ma présence. J'arriva au niveau du conducteur et laissa échapper un rire essoufflé et empli de détresse en reconnaissant le paysan qui m'avait le premier accueilli dans la vallée. Le sourire qu'il me lança se changea vite en regard inquiet quand il constata mon état. Ma mine creusée et mon corps secoué de tremblements imploraient de l'aide. Mes pieds nus et recouverts de boue avaient maculé ma silhouette de terre sale, et il prit sur lui de ne pas me demander ce qui se passait avant de m'avoir ramené chez moi. Une fois retournés ensemble jusqu'à la maison, il fit chauffer de l'eau et la versa dans une bassine pour m'y réchauffer les pieds. Il passa la couverture étendue au sol autour de mes épaules et me convint, après quelques mots rassurants, de m'asseoir dans le large fauteuil. Il se posa sur une chaise en face de moi et, après m'avoir laissé reprendre mon calme, me demanda ce qui s'était passé. J'avais du mal à remettre les événements dans l'ordre, et mon récit devait me donner l'air d'un fou. Mais il ne me coupa pas. Il restait silencieux, me regardant dans les yeux et acquiesçant de la tête par moments, pour me laisser comprendre qu'il avait bien saisi. Je racontai tout ce qui me semblait pertinent. Le croassement qui s'élevait chaque nuit, la disparition de mon chat, mon escapade jusque dans les marais et mes recherches infructueuses. Il constata dans le calme, concerné, le regard concentré, des éléments de mon récit. Se tournant vers la planche obstruant la fenêtre brisée de la cuisine, quand je lui racontais comment elle avait éclaté dans la nuit, ou constatant les traces de boue séchée qui maculaient le fauteuil où je me trouvais quand j'étais revenu de ma course nocturne dans les marais. Il me laissa finir, et attendit que je n'ai rien à ajouter avant de prononcer quelques mots. Sa voix posée me rassura alors qu'il me convint d'enfiler des vêtements plus chauds. Il me dit qu'il s'occuperait de boucher la fenêtre de la cuisine pour que l'air ne s'y engouffre plus. Je m'exécutais sans résistance, bien trop heureux que cet âme charitable daigne écouter mes élucubrations délirantes, sans même les mettre en doute. C'est en enfilant un pantalon que je me rendis compte que j'avais perdu du poids. Mon ventre grondait, et je ne savais pas quand j'avais mangé pour la dernière fois. Cela devait remonter à 2 jours. Cette pensée me rappela la terrible réalité. Mon ami avait disparu depuis 2 nuits. Je redescendais la mine basse pour constater que l'homme, beaucoup plus habile de ses mains que je ne pouvais l'être, avait fini de fixer, bien moins sommairement que je ne l'avais fait, les planches sur l'ouverture béante. Il me dit que j'avais déjà meilleure allure, et me força à manger quelque chose en entendant les grognements de mon estomac. Une fois cela fait, il me demanda s'il voulait que je l'accompagne à l'extérieur, pour pouvoir constater de lui-même ce que je lui avais raconté plus tôt. Je décida que je préférais le suivre. Même si cela me forçait à sortir, je ne me sentais pas la force de rester seul.
Une pluie fine tombait à l'extérieur. Je lui assura de l'air le plus décidé que je pouvais prendre que je voulais l'accompagner. Il ne m'en empêcha pas, et nous nous dirigèrent vers le jardin. Ne pouvant réprimer une grimace à la vue de la lugubre forêt de squelettes qui s'étendait au loin, son expression changea du tout au tout devant la taille colossale du chêne centenaire. Il se retourna vers moi, comme insistant sur le fait qu'il ne rêvait pas, et au hochement de tête que je lui renvoyai en réponse, laissa échapper un souffle de surprise. Il m'assura que c'était le plus grand chêne qu'il eût vu dans toute la vallée, et qu'il était encore plus étonné qu'il se trouve ici, au cœur de cet endroit déserté par la flore. Il passa de longues minutes à tourner autour du colosse, l'observant sous toutes les coutures, comme je l'avais fait pour la première fois en arrivant dans la maison. Estomaqué, il finit par me dire qu'il n'avait pas non plus de réponse quant à la survie de l'arbre, soulignant le miracle de la nature qu'il avait fallu pour qu'une merveille pareille subsiste ici. Souriant pour la première fois depuis longtemps devant les réactions juvéniles et émerveillées de cet homme d'âge mûr ou très sérieux, je laissa échapper un rire devant l'expression qu'il me lança, alors qu'il ne parvenait pas à faire le tour de l'arbre avec ses bras. Un détail absurde me tarauda alors. Une chose si invraisemblable que je me retins de l'énoncer à voix haute, tant je ne pouvais me résoudre à la croire fondée. Et plus j'en observais les signes, plus je n'arrivais à m'en défaire. J'avais longuement observé les alentours à la recherche de traces éventuelles qui me mèneraient jusqu'à mon ami, et en mémorisant mentalement les moindres recoins. Et pourtant quelque chose, à cet instant précis, détonnait d'avec mes souvenirs. C'étaient les traces que j'avais laissées lors de ma course nocturne, encore profondes, même si elles commençaient à s'affaisser sous le poids des coulées d'eau que le sol ne savait où mener. Je les avais laissées dans un état de stress intense et qui plus est dans une obscurité presque totale, mais j'avais toute ma tête quand je les avais suivies le lendemain, et je pouvais affirmer sans me tromper qu'elle n'était pas aussi éloignée du chêne qu'elle l'était en cet instant. Je lançai un regard circonspect à l'arbre, avant de me raviser tant la chose était idiote. Toute cette eau que la terre morte ne parvenait pas à avaler refluait abondamment, et il n'était pas impossible que le sol se déforme naturellement en réponse. Cette pensée n'était pas rassurante non plus. Et si la maison finissait par s'enfoncer dans la boue toujours constante, comme certaines des vieilles bâtisses que j'avais vues dans la vallée morte? À l'idée d'être réveillé un jour par la lente coulée de la maison vers les profondeurs, un frisson me parcourut le dos. Ne connaissant pas l'origine de ma gêne, mon espiègle nouvel ami en conclut qu'elle devait être due à la pluie qui s'intensifiait et à la température qui baissait. Il resta avec moi aussi longtemps que la bienséance le permettait, avant de me proposer de passer la nuit chez lui. Il insistait sur le fait de m'éloigner de la vallée morte et sur les vertus d'un vrai repas chaud dont j'avais à son sens le plus grand besoin. Même si l'idée de quitter les environs pour une nuit, lors de tout ce qui m'emplissait de frayeur, était tentante, je déclina son offre avec sympathie. Je ne pouvais pas m'éloigner de la maison. Si mon ami revenait, je me devais d'être présent. Plus qu'un animal, il était, pour moi, comme un membre de la famille. Il parut déçu, mais me promit de revenir dans quelques jours pour faire en sorte que je n'ai plus besoin de mettre une casserole sous mes réparations de fortune. J'accepta sa proposition avec plaisir, légèrement honteux de ne pas être parvenu à combler le trou dans le toit moi-même. Quand la lumière du tracteur finit de disparaître sur le chemin, la nuit était percée d'une pluie battante. La force et l'abondance des flots n'amélioraient en rien l'état du sol. C'était un véritable lac de boue qui s'étendait de toutes parts. Je n'osais imaginer mon ami, seul sous ce torrent, trempé jusqu'à l'âme aérée pour retrouver la maison. Je fis en sorte de laisser une bougie allumée à chaque fenêtre, espérant plus que tout qu'il aperçoive leur lueur au travers de cette maudite pluie. Assis à côté de la fenêtre du bureau, qui donnait le meilleur point de vue sur les alentours, la tête collée au carreau, je n'arrivais guère à distinguer plus loin que les gouttes qui venaient mourir sur la vitre. Je restai quelques heures dans cette position, l'esprit perdu, naviguant entre les ruisseaux de mes pensées et ceux laissés par les eaux sur le verre. Je n'avais ni la force ni l'envie de me plonger dans mon travail, et je m'étais aperçu plus tôt qu'il était de toute façon inutile d'y chercher un échappatoire. Mais peut-être pourrais-je me concentrer assez pour consulter un des multiples ouvrages de la bibliothèque. Mon regard se posa sur les nombreux livres.
essayant de s'attarder sur un qui serait assez intéressant pour occuper mon esprit. Je n'arrivais pas à me décider, aussi je posais sur le sol 3 d'entre eux. Seul un d'entre eux contenait un titre sur sa couverture. Cadavera mortuorum, les corps des morts. J'avais déjà vu du latin dans un des ouvrages, aussi je ne m'étonnais pas, et je préférais cela à l'allemand ou de l'arabe que je peinais à comprendre. Les 2 autres ouvrages étaient respectivement un livre d'anatomie clinique et un traité d'archéologie sur l'embaumement des morts dans l'Égypte ancienne. De taille et d'aspect différents, ils comprenaient en leur sein un point commun. Ils étaient, à l'instar des 2 autres que j'avais lus plus tôt, parsemés de notes manuscrites, écrites dans un anglais parfait. Mon parent n'était pas qu'un érudit qui accumulait les livres. Il débattait et recherchait sur ses connaissances variées. Il me faudrait des semaines pour faire le tour du contenu de la bibliothèque et encore plus de temps pour en analyser les annotations et faire vérifier les informations qu'elles apportaient. La richesse des connaissances présentes dans cette maison isolée de tout, dans un endroit comme la Vallée Morte, ne cessait de me sidérer. J'entamai donc ma lecture croisée, en me plongeant un temps au cœur de l'ancienne Égypte avant de consulter les traités de médecine. Les 2 livres abordaient la question des corps avec des visions très différentes. L'un, analytique et cartésien, listait scientifiquement ces éléments, sans fioriture, topographiant les organes plan par plan en 3 dimensions, représentant toutes les vues anatomiques sous un même angle logique et simple à comprendre. L'autre, quant à lui, bien qu'illustrant un procédé scientifique révolutionnaire pour l'époque, s'épanchait sur l'aspect spirituel et religieux du corps. En purifiant celui-ci par le procédé de l'embaumement, on évitait sa corruption. En plaçant les organes dans des canopes, sorte de jarres à l'effigie animale de divinité, on protégeait ceux-ci contre les forces du mal. Tout le procédé était réalisé sous les récitations religieuses de prêtres. Le 3e livre était plus difficile à comprendre. Je n'avais pas de problème avec le latin, mais les termes présents étaient hautement précis. La signification de certains mots m'échappait. Sans aucune illustration, rédigée d'une écriture manuscrite fine et régulière, la lecture d'une seule page prenait plusieurs minutes à elle seule. Je pus, au bout d'un long moment, et épaulé par son titre évocateur, identifier le contenu comme un essai médical sur le corps humain, ou plus précisément sur les cadavres humains. Décrivant d'antiques dissections, l'auteur du manuscrit relatait avec une justesse étonnante le fonctionnement de l'être humain et des procédés qu'il employait pour étudier les morts. Mes yeux étaient fatigués à force de se concentrer sur la petite écriture appliquée, et un bâillement s'attarda longuement au travers de ma gorge. Je posai les ouvrages sur le bureau et me dirigea vers mon lit. Le contact de l'eau glacée sous mes pieds redonna assez d'énergie à mon cerveau pour comprendre que la casserole placée sous la fuite avait débordé. Une large flaque s'étalait sur le plancher et coulait le long des marches jusqu'au rez-de-chaussée. Je me saisis de vieux linge dont je ne m'étais pas encore débarrassé pour tenter d'éponger au mieux le liquide et descendis dans la plus grande vigilance les escaliers, la casserole pleine d'eau saumâtre entre les bras. Arrivé en bas, je trouvai le salon plongé dans le noir. Les bougies, entièrement consumées par la flamme qui les avait fait vivre et mourir, fumaient de légères volutes blanches. Je ne pensais pas avoir passé tant de temps plongé dans les livres, mais cela expliquait le mal que j'avais eu à continuer ma lecture. La bougie du bureau ne devait pas être loin de rendre son dernier souffle. Je posai la casserole et me saisis de nouvelles sources de lumière. Je ne pouvais pas laisser la maison dans le noir. Bien que ravivée en partie par la bonté du fermier, ma santé mentale continuait de vaciller à la nuit tombée. De plus, les bourrasques de l'extérieur inondaient l'horizon de leurs voiles d'eau, presque opaques, et je ne pensais pas que mon ami puisse retrouver le chemin, sans que je ne l'aide en illuminant la maison. Pouvait-il bien être? Est-ce qu'au moins il allait bien? Toutes les questions qui se bousculaient dans mon esprit furent stoppées net par un bruit de grattement, faible mais audible, qui naissait derrière la porte. Je trébuchai sur la casserole et son contenu se répandit sur le sol, dans un flot silencieux derrière le cri ininterrompu de la pluie. Je me releva sans y faire attention et me saisis de la poignée que je faillis arracher dans ma hâte. Décondant presque la porte, je tombai nez à nez avec lui. « Tu es rentré? Tu vas... » Ma voix mourut dans ma gorge. La chose qui se tenait faiblement sur le pas de la porte n'avait plus rien en commun avec ce que je connaissais. Je tomba à genoux devant le spectacle horrible de mon ami, dont plus aucun poil ne parsemait le corps,
maigre comme un clou. Il tremblait de fatigue et de froid, et je ne savais pas à travers quelles horribles épreuves il était passé, mais tout ça m'était égal. Il avait réussi à s'en sortir, réussi à revenir jusqu'à moi. Je le pris dans mes bras et je crus lire du soulagement dans ses yeux injectés de sang. Ses tremblements ne cessaient pas. Je l'enveloppa et me dépêcha de nous blottir tous deux dans la chaleur du lit. Ses respirations étaient faibles et lentes, et je pus le convaincre d'avaler un peu de nourriture. Il finit par s'endormir. Son petit corps était méconnaissable. Sa peau, entièrement nue, était parcourue de vénules noires et ses griffes étaient élimées. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Il avait l'air calme, rassuré. Je sentais son petit cœur battre à travers la couverture, et mon esprit lâcha prise. Tant de stress s'était accumulé en moi que je tomba d'un profond sommeil après le soulagement de son retour. Malgré son état, j'étais sûr que nous pouvions surpasser ça ensemble. Ce n'est pas la lumière du jour qui me réveilla, mais une odeur âcre et acide. À chacune de mes respirations, je ne pouvais que froncer le nez devant ce reflux immonde, me rappelant les eaux croupies du marais. Les coulées de terre avaient-elles fait déborder le cimetière nauséabond? Je m'attendais à voir l'étendue noire entourant la maison d'un regard mauvais, quand la vraie raison de la puanteur m'arracha un cri terrifié. Je tombai du lit, et il roula au sol. L'odeur ne venait pas de l'extérieur, mais du petit corps que j'avais tenu entre mes bras. Il se tordait dans un angle impossible, frappé d'une violente tétanie. Ses os se dessinaient au travers de sa peau à des positions qu'il n'aurait pas dû occuper. Ses yeux étaient exorbités, figés dans une expression de terreur et de douleur. De sa gueule béante sortait une chose noire et sinueuse, qui avait emporté avec elle toutes les dents du malheureux. Je me collai au mur, pétrifié par la peur, ne pouvant détourner mon regard de cet abominable spectacle. Son ventre gonflé malgré les membres rachitiques lui donnait un air de ballon grotesque. Sa tête regardait dans une direction anormale. Je compris en la fixant que la chose qui avait grandi en lui était une racine noire comme du charbon. Elle ne reflétait aucune lumière, et pire que tout, elle palpitait, comme un cœur, doucement, avec régularité, comme si elle respirait. Je manquai à plusieurs reprises de chuter sur l'eau répandue sur tout le sol de la maison, alors que je courais pour m'enfuir. Je ne pris le temps que de saisir les clés de la voiture et me précipita dehors. À l'extérieur, nulle trace d'eau noire, mais mes pieds disparaissaient entièrement jusqu'au tibia sous le volume de boue stagnante qui s'étalait à perte de vue. Je m'engouffra dans la voiture sans prendre le temps d'y faire attention. Les ratés du moteur m'arrachèrent des cris de pitié et de colère alors qu'elle refusait de démarrer, trempée par les jours qu'elle avait passés sous cette pluie. Oui, finalement, au bout de quelques essais, le moteur se mit à vrombir. Je pleurais presque de soulagement. Je pressa l'accélérateur et après quelques instants à patiner dans la boue, fonçai en arrachant le vieux portail. Les barreaux en ferraille s'envolèrent avant de retomber silencieusement dans la boue, s'enfonçant mollement. Mon cœur battait à se rompre dans ma poitrine, au point qu'il me faisait souffrir, et je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards inquiets dans le rétroviseur, persuadé, en mon fort intérieur, que la chose qui s'en était pris à mon amie allait à présent venir pour moi, qu'elle me pourchasserait, voulant m'empêcher de quitter le lieu. Les roues se mirent à vibrer alors que je manquais de sortir de la route. Je redressa mon volant, et dans un dérapage trop long pour être sans danger, la voiture reprit sa course initiale. « Tu m'auras pas comme ça, saloperie !» J'arriverai au village, que je pourrai traverser sans m'arrêter, et quitter cette horrible fosse à merde. Je roulerai toujours plus vite, sur les routes du reste de la vallée, et rentrerai chez moi, où j'entendrai plus jamais parler de cet horrible endroit. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Oh non, tu ne m'auras pas. Je ne cessais de me répéter intérieurement, alors que la maison commençait à disparaître au loin. Tu peux aller en enfer, espèce de...
Ma tête! Elle résonnait comme si quelqu'un la frappait contre un mur. Qu'est-ce qui s'était passé? La voiture. J'ai perdu le contrôle de la voiture et j'ai dû sortir de la route. Je devais sortir. Une flamme se dessinait de l'autre côté du capot. Le pare-brise avait explosé et mon visage était criblé de verre. J'avais du mal à bien voir quoi que ce soit. Un filet de sang me coulait devant les yeux. Je devais sortir. Ma jambe! Ma jambe! La portière avait été arrachée par le choc et de la tôle s'était détachée de la carrosserie. La lame traversait ma cuisse par l'extérieur. J'étais sous le choc, bloqué, n'arrivant pas à détourner le regard de ce corps étranger qui pénétrait ma chair. Une panique furieuse se répandit en moi. Je respirais vite, trop vite. J'essayais de me défaire de l'étreinte du métal. La douleur térébrante qui s'ensuivit provoqua un spasme qui délivra ma jambe mais manqua de me faire m'arracher la lèvre. Ma plaie béante coulait abondamment. Tout mon corps trempait maintenant dans le sang. J'essayais de me traîner le plus vite que je pouvais vers l'extérieur, alors que les flammes commençaient à dévorer l'habitacle. La chaleur insoutenable qui se dégageait me forçait à ramper jusque sur le chemin boueux. Le brésier dansait, éclairant la nuit d'une lueur malfaisante, dont je préféra détourner le regard. Je peinais à essayer de me mettre debout, ne voulant pas plus que ça exposer ma plaie à la purulence du sol. C'était peine perdue. Je devrais ramper. Mais à cette distance de la maison, je me viderais de mon sang si je faisais pas quelque chose. Il fallait que j'arrête le saignement. J'arracha la manche de ma chemise et la passa autour de ma cuisse. En la serrant, j'ai cru que j'allais m'évanouir, mais ma conscience tenait bon. Je pus, au prix d'un effort incroyable, réussir à avancer tant bien que mal. Le sang se mélangeait à la boue, qui se mélangeait à l'eau saumâtre, fouettant mon visage. La fournaise de l'accident était bien loin de moi en cet instant, et j'aurais tout donné pour qu'un feu ne réchauffe mon corps gelé. Je me rapprochais, mais la lenteur à laquelle je le faisais, jumelée à la rudeté de l'effort, ne laissait pas présager de mon succès. Si je me vidais de mon sang sur cette route, on me retrouverait que quand la boue aura disparu. Ce qui pourrait pas arriver de sitôt. Non, je m'y refusais. Je me laisserais pas noyer par cette terre maudite. Quand finalement j'arriva jusqu'à la maison, c'est le frottement de ma plaie sur les marches en bois qui me maintenait éveillé. La douleur me gardait en vie, irradiant de ma blessure jusqu'à mon pied. Les lames du plancher se maculaient de boue et de sang à mon passage. Une trace épaisse reliait à présent la porte à la cuisine. J'arracha la moitié des tiroirs de la pièce en tentant de me mettre debout, mais je réussis quand même à me hisser sur une jambe. De là, je pouvais m'asseoir sur une chaise et m'occuper de ma blessure. Je dénoua la manche qui me servait de garrot pour constater de mon état. C'était pas beau à voir. Je rinça ma jambe et saisis du premier torchon propre pour sécuriser ma plaie. Par chance, le métal n'avait pas sectionné d'artère. Sinon, je serais déjà plus là. Une fois ma jambe dans un état moins néfaste, je rinçai mon visage dans le lavabo et commençai à ôter les petits morceaux de verre incrustés dedans. De petites douleurs aiguës crispaient mes doigts, alors que les morceaux de pare-brise quittaient ma peau dans de légères gerbes de sang. Je n'en pouvais plus. Voir ma blessure m'avait fait reprendre pied avec la réalité, mais l'accident et le sang que j'avais perdu, couplés à l'effort que j'avais dû déployer pour me traîner jusqu'ici, finirent par terrasser le peu de force qui me restait. Je m'affaissais sur le fauteuil, et à peine avais-je pris le temps de surélever ma jambe que je sombra dans l'inconscience. Je ne sais pas au bout de combien de temps je revins à moi. Tout était flou, et chaque détail agressait mes sens. Ma tête me faisait abominablement souffrir, et il ne fallut qu'un mouvement de ma part pour me rendre compte que cette douleur devenait dérisoire à côté de celle présente dans ma jambe. Le garrot, cramoisi, qui enserrait ma blessure, raviva dans mes souvenirs l'image de ce qui m'avait fait fuir. Un frisson parcourut le dos en repensant à cette racine noire. La pensée que la menace de cette chose, quelle qu'elle soit, était encore là dehors, me fit réaliser que la pluie avait cessé. Mais un détail bien pire occurrait à travers la porte ouverte. Le jour se couchait. Bientôt je serais dans le noir, et je le savais, elle viendrait pour moi. Ma gorge sèche rendait chacune de mes respirations laborieuses, alors que je tentais de me mettre debout.
Je parvins à sortir ma carcasse du fauteuil et, prenant appui sur les murs, j'atteignis la porte que je ferma du mieux que je le pouvais. Le verrou était vieux, mais je priais qu'il suffise à me garder de ce qui rôdait dehors. Me servant des restes usés de l'antique porte-manteau comme d'une béquille, je parvenais à me déplacer sommairement. Poussé par une peur grandissante, alors que les derniers rayons de lumière disparaissaient derrière les monts entourant la vallée, je disposais de nombreuses bougies partout où elles pouvaient l'être. La lumière empêcherait cette chose de s'approcher. Je ne cessais de me le répéter pour m'en convaincre moi-même. Elle l'en empêchera. Elle l'en empêchera. Je mis de longues minutes avant de parvenir à atteindre l'étage. Je dus m'asseoir à de nombreuses reprises pour reprendre mon souffle et reposer ma jambe, mais j'y étais parvenu. J'avais réussi à gravir les marches trempées par les flots de la tempête. Je n'avais pas la force mentale de m'approcher de la chambre. La chambre dans laquelle ce qui devait rester de mon ami se trouvait. Je rentrai dans le bureau à la hâte et refermai la porte derrière moi de toutes mes forces. Je poussai le bureau contre celle-ci avant de me laisser tomber dans la chaise, postée à côté de la fenêtre. J'avais une vue sur ce qui pouvait venir de tous les côtés de la maison, de ce qui pourrait arriver des marais, ou pire, de ce qui pouvait se trouver bien plus proche que je ne pouvais l'accepter. Mon regard ne demeura pas longtemps sur les carcasses des arbres morts, et vint se bloquer sur les branches dansantes du vieux chêne, se balançant légèrement. Je ne pouvais ôter de mon esprit le détail qui m'avait sauté aux yeux la veille. Où était-ce il y a 2 jours? Le choc de l'accident et la peur lancinante qui agitait mes pensées avaient du mal à resituer le temps qui passait. Je restais là, observant en silence l'arbre, essayant d'éloigner de mon esprit, sans succès, l'idée qu'il me fixait. Je sursautais quand le croassement s'éleva dans la nuit qui venait à peine de tomber. Normalement, il ne commençait que bien plus tard. Pas cette nuit, apparemment. Comme s'il était pressé d'en finir, sachant sa proie acculée. Je n'avais pas allumé la bougie que je tenais fermement dans mes mains. Si l'éclat de sel rayonnant au rez-de-chaussée balayait le jardin d'une lumière chaude, je ne tenais pas à capter l'attention sur moi. Le son de plus en plus fort se répercutait sur la maison et faisait trembler mes tempes. Il était proche, très proche. Il venait de la chambre. Il l'avait infecté lui et maintenant il était rentré. Je fondis sur le bureau et tira toutes mes forces pour libérer la porte. Je devais le faire sortir. S'il restait dans la maison, j'étais foutu. Je surgis dans la pièce en manquant de m'étaler au sol. Rien. Nulle trace de bête immonde ou de quelconque monstre. Juste le corps affreusement déformé de mon compagnon d'infortune. Poussé par une peur qui valsait avec la folie, je me saisis de la dépouille et la balança au travers de la fenêtre. Le carreau se brisa sous le poids du petit corps tordu, et le hurlement rauque redoubla de puissance. « Ferme-la! Ferme-la! Pitié! Pitié, je t'en supplie! Mais ferme-la! Ferme-la !» Mes cris disparaissaient complètement sous le vrombissement du croassement lourd. Je tomba assis au sol, couvrant mes oreilles douloureuses, mais rien n'y faisait. Il résonnait jusque dans mon esprit. Mes pensées n'étaient plus à l'abri de cette chose. Dans un espoir vain, je m'enfermai dans le placard, enroulé dans ma couverture, la tête enserrée dans mes mains et hurlant à en perdre haleine, pour masquer les cris sombres qui ordonnaient, derrière leur lancinante monotonie, que je me donne à lui. Je passai des heures entières dans le placard, et même quand le croassement cessa, je ne pus me convaincre de le quitter avant un long moment. Ma jambe me faisait souffrir, et tout mon corps était endolori de la position prostrée que j'avais maintenue des heures durant. J'attendais de vérifier qu'il fasse jour à l'extérieur avant de me décider à ôter mes mains de mes oreilles. Échauffées par le contact, elles saignaient légèrement de l'étreinte qui avait tenté de les maintenir à l'écart de la menace. De nouvelles traces de sang vinrent recouvrir les anciennes, alors que je me blessais sur les quelques éclats de verre répandus au sol de la vitre brisée. Mais je n'y prêta pas attention, car j'avais sous les yeux l'horrible vision qui confirmait toutes mes craintes. Sous la fenêtre, tout proche de la maison, s'élevait le chêne, campé là, menaçant, immobile. Il avait bougé, c'était lui, ça avait toujours été lui. Alors que je m'étais méfié des menaçants marais et de la forêt morte, c'était lui qui scrutait dans les ténèbres, se rapprochant peu à peu, bien décidé à me faire subir le sort atroce qui m'attendait.
Comme éveillé à ma vue, le croassement s'éleva, tonitruant et menaçant, plus proche que jamais. Il n'attendait plus la nuit, il me volait tout de suite. Je me saisis du bougeoir, posé sur la table de nuit, et l'envoya sur une des branches qu'il frappa dans un bruit que je n'arrivais plus à percevoir. Le son faisait vrombir mon âme, alors que je perdais l'équilibre en dévalant les escaliers. Ah, ma chute m'arracha un cri de douleur, mais la peur me fit me relever. Je balayai le fauteuil, dans un mouvement de colère, hurlant à la mort, insultant à vive voix que jamais il ne m'aurait, que jamais il ne pourrait rentrer dans la maison. Je cognai avec force dans les murs en bois et les meubles pour lui montrer que la bâtisse était solide et qu'il ne la ferait jamais céder. Quand je me saisis d'une armoire et l'envoya au sol, la surprise coupa net ma crise de colère. Derrière celle-ci, découpée dans le mur, se dissimulait une porte, une large porte de bois noir. Poussé par cette découverte qui, de sa surprise, assourdissait les cris extérieurs, je l'ouvris. Derrière, dans la pénombre, s'engouffrait un petit escalier. Une cave ? Je n'avais jamais entendu parler d'une cave dans la maison. Je ne parvenais pas à détacher mon regard de cette ouverture sur les ténèbres. Des escaliers aussi noirs que la porte, exactement de la même couleur que la racine. Mon esprit sombrait de concert avec mon corps, alors que j'entamais ma descente, une bougie en main, dans les entrailles de la maison. Plus je descendais et plus mon cœur ralentissait. Ma respiration était devenue plus lente, concentrée. Mon attention complètement englobée par ce qui m'entourait. La cave était profonde. Ma psyché mise à mal ne sut définir le temps qu'il me fallut pour atteindre le fond. Les escaliers débouchaient sur une cave simple, ne comportant qu'une longue pièce. Je parcourais celle-ci lentement, observant chacun de ses recoins avec une minutie paranoïaque. Les murs et le sol n'étaient pas faits de bois. Elle avait été creusée directement dans la terre et avait été laissée telle qu'elle. Les parois, faites de terre malade, s'effritaient à la chaleur de la lampe, et je décidai de m'éloigner des murs avant qu'ils ne cèdent et m'ensevelissent. Je percevais quelque chose dans le fond, qui se dessinait sous la faible lueur de la flamme. Un bureau ? Non, plutôt une sorte de plan de travail, sur lequel étaient répandus divers outils pour sculpter le bois. Des centaines de feuillets manuscrits jonchaient les murs, se recouvrant les uns les autres, et je reconnus l'écriture de mon défunt parent. Les notes étaient confuses, mais parlaient des livres qui se trouvaient dans la bibliothèque, de comment mon aïeul avait découvert quelque chose d'incroyable, mais qu'il ne comprenait pas. Les lettres dansaient sur le papier, alors qu'une expression d'horreur naissait sur mon visage. Il communiquait avec cette chose et elle avait faim, très faim. Il devait la nourrir pour se servir d'elle. Il lui en avait donné, mais elle était trop vorace. Elle avait tout dévoré. Maintenant, il pourrait s'en servir. Elle lui avait promis. Les feuilles les plus récentes avaient été rédigées avec du sang. L'éclat brun sur le papier et la façon erratique avec laquelle les mots avaient été rédigés affichaient la folie de leur auteur. Ma main suivait toujours plus haut les horribles révélations confuses, jusqu'à finir par éclairer le plafond. Ma respiration s'étrangla dans ma gorge. Tapissant le plafond de la cave, de multiples racines noires s'étendaient, transperçant la terre et s'enchevêtrant les unes dans les autres. Elles palpitaient, comme d'horribles cœurs ténébreux jonchés de veines noires plus sombres encore. La chose n'allait pas entrer dans la maison. Elle y était ancrée depuis bien plus longtemps que moi. L'horreur de la scène s'amplifiait alors que mes yeux suivirent le tracé d'horribles excroissances. Mais le plus atroce n'était pas ces racines impies, mais bien ce qu'elles s'enserraient. Enlacés dans leur étreinte malsaine, se dessinaient de multiples corps, gris, percés de vénules sombres, des hommes, des femmes, des enfants. Je n'arrivais pas à tous les compter. Certains disparaissaient totalement derrière l'étendue noire. Je cherchais à saisir le sens de ce qui se dessinait sous mes yeux, quand un détail me frappa. Leurs vêtements. Ils étaient effrités par le temps, mais ils ne correspondaient pas à l'état des corps. Bien qu'asséchés, ils auraient dû être dans un état de décomposition bien plus... Les images que j'avais vues dans les livres sur l'Égypte ancienne ressurgirent devant mes yeux. Des corps momifiés,
observé malgré le passage du temps. C'était lui qui leur avait fait ça. Il les avait donnés à cette chose. L'horrible vérité frappa mon esprit fragilisé, et je manquais de tomber quand je me rendis compte que l'horrible croassement était bien plus fort ici. Je sentis du sang couler le long de mes joues. Ma tête tournait et je tombais à genoux. J'allais mourir ici. Je le sentais. Et alors cette chose me ferait subir le même sort que malheureux pendu au plafond. Je lançai un dernier regard désolé au petit corps qui s'étendait au-dessus de ma tête. L'enfant ne devait pas avoir plus de 10 ans quand cette chose l'avait attrapé. J'éprouvais une peine immense pour ce petit garçon. L'effroyable racine avait disloqué sa mâchoire et déformé son corps. L'expression de son visage était figée dans une panique qui ne le quitterait jamais. Et ses yeux me fixaient. Je fis un bond en arrière. Ses yeux me suivirent. Ces gens. Cette chose ne les avait pas seulement maintenus en vie. Elle le faisait encore. Je me mis à courir aussi vite que ma blessure me le permettait. Ma jambe me donnait l'impression de se déchirer à chaque pas, alors que j'arrivais en bas de l'escalier. Une lucarne de lumière se dessinait au-dessus et je commençais mon ascension laborieuse le plus rapidement que je le pus. J'avais pas la force de me retourner vers le corps. J'étais sûr qu'il me fixait encore. Mes poumons me suppliaient de ralentir et ma gorge était en feu, mais je pouvais pas m'y contraindre. Quand je parvins enfin dans le salon, je refermai la porte derrière moi, m'y collant comme pour empêcher ce que j'avais vu plus bas d'atteindre mes pensées. Je sentis le bois noir vibrer en rythme sous ma peau et m'éloigna dans un cri. Il était partout. Je ne l'échapperais pas. Je devais sortir. Je m'élançai vers la sortie, en renversant tout ce qui n'était pas déjà sur mon passage. Quand j'arrivai à l'extérieur, je m'affala au sol. Je me relevai aussi vite que je le pus et jeta un regard vers l'endroit où se trouvait l'arbre la veille. Aucune trace dans la boue ne laissait présager qu'il s'était déplacé. Tout aurait pu paraître normal, à ceci près que l'arbre était maintenant collé à la maison. Un cri de rage naquit dans ma gorge, alors que je me saisis de la hache dont le manche dépassait d'un tas d'outils, attendant là depuis le premier jour où j'étais arrivé, comme sachant que ce serait le moment précis où je me saisirais d'elle. L'arme en main, je boitais vers le géant, et dans un cri abattis cette dernière dans le bois. Le croassement ne changea pas, ni plus fort, ni plus faible. Il continuait juste, inlassablement son chant rauque. Je retirai la lame noire du bois et vins l'abattre de nouveau. Une giclée noire atterrit contre ma joue. Son contact me chauffa la peau, mais me poussa à continuer. Encore, et encore, et encore, et encore. J'étais couvert du sang noir de l'arbre, alors que je mis un coup fatal qui fit basculer celui-ci. Il s'effondra dans un bruit de bois qui se déchire, le sol tremblant sous le poids du monstre. Je tombais, harassé par la fatigue, reprenant peu à peu mes esprits, alors que mon souffle peinait à se faire plus lent. Le croassement avait cessé. Le calme ainsi revenu, je plantai une dernière fois la hache dans le cadavre de bois. C'était là, au sol, dans la boue déplacée par ma chute et celle du colosse, que je vis ce qui me poussa à m'enfuir, aussi loin et aussi vite que mon corps meurtri me le permettait. Mon visage, bloqué dans une expression de folie pure, qui ne le quittait plus. Trébuchant sous le poids de cet effort inutile, après les longues heures que j'avais passées à abattre l'arbre, je m'enfonçai une nouvelle fois dans la boue. Et c'était là que je le vis. Au sol. Dans la boue déplacée par ma chute et celle du colosse. C'était là que j'avais vu ce qui m'avait poussé à m'enfuir aussi loin, et aussi vite que mon corps meurtri me l'avait permis. C'était là que j'avais vu ce qui avait bloqué mon visage dans une expression de folie pure qui ne le quittait jamais. C'était là que j'avais vu ce qui m'avait tenu d'être enfermé dans une clinique depuis tout ce temps. Ce que j'avais vu, ce qui m'avait fait fuir, sous la boue, sortant du sol mort, se dessinaient de multiples pousses noires qui ne demandaient qu'à grandir. Et alors que mon visage s'était rapproché d'elle, j'avais constaté avec horreur qu'un croassement faible sortait du sol.